Bonjour, on se retrouve pour un nouveau podcast avec Laura Azaïez et Corinne Froment, pilote régional AMS Grand Sud à Toulouse. Donc nous sommes chez eux à Toulouse, merci de m'accueillir. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler aujourd'hui, comme d'habitude, à notre habitude, de détour créatif. Et je vais vous poser la question habituelle du démarrage de l'introduction. C'est de nous présenter un peu globalement le dispositif régional, donc en Occitanie, le nombre de cohortes démarrées, votre nombre de bénéficiaires, les profils, voilà, etc. Je laisse Laura démarrer. Notre dispositif régional a été intégralement mis en place chez AMS Grand Sud. Je le précise parce qu'il y avait l'idée de pouvoir le faire avec des partenaires, etc. Donc nous, au vu de la complexité du montage de ce dispositif expérimental, nous avons choisi de le faire en interne. Ce qui nous a permis en fait de retirer des conclusions, des expériences au fur et à mesure qu'on avançait. On a mis en place 2 cohortes sur l'Hérault, donc à Montpellier et à Béziers, qui étaient finalement des petites cohortes, parce que même si on a eu beaucoup d'entrées, on a eu aussi beaucoup de départs. Donc on a fini les groupes projets à 4-5 personnes pour chaque cohorte. Et on a rentré beaucoup de bénéficiaires sur Toulouse, où là on a mis en place 4 cohortes de une quinzaine de personnes à chaque fois. Et donc on en est à 76 bénéficiaires en tout sur la région. Les profils sont, donc je sépare vraiment l'Hérault et la Haute-Garonne, parce que sur l'Hérault, c'était des profils de personnes précaires et isolées, parce qu'elles étaient bénéficiaires d'un dispositif du conseil départemental, donc elles étaient au RSA, et elles venaient d'un dispositif d'insertion socio-économique, porté plutôt sur le social. Alors que le profil des personnes, les bénéficiaires sur Toulouse, ce sont des personnes qui viennent de l'OFI, pour le coup des primo-arrivants et primo-arrivantes, en demande d'apprentissage du français et d'intégration sociale. Est-ce que tu peux nous indiquer si tu vois des différences entre ces deux types de profils, et notamment peut-être vis-à-vis des abandons ou des ruptures de parcours dont tu as pu parler un petit peu là? Il y a des grandes différences, Tiffaine, parce que pour le coup sur l'Hérault, avec les publics du conseil départemental, en fait, effectivement, il y a eu des abandons, notamment pour cause de... c'était un défaut de capacité d'engagement. Capacité d'engagement dans la durée, capacité d'engagement dans un collectif, de travailler ensemble, etc. Ce n'étaient pas des personnes qui étaient demandeuses de ça. Et en fait, nous, on essayait de les recruter avec cette proposition, mais en fait, qui leur correspondait pas vraiment, en tout cas à ce moment-là. Alors que sur Toulouse, les personnes qui viennent de l'OFI sont des personnes qui sont en demande d'accompagnement, parce que en fait, elles viennent d'arriver dans un nouveau pays dont elles connaissent pas les codes et la langue. Donc, profil totalement différent. Donc plus d'attrait pour le collectif, pour les profils OFI, que pour les profils RSA qui sont plus habitués à un accompagnement peut-être individuel? Les profils OFI se sont pas posé la question en fait. Ils avaient besoin de cours de français, on leur a proposé ça, plus de l'insertion professionnelle. Ils ont dit ok, il n'y avait pas de problème sauf 1 ou 2 fois où il y avait des personnes qui voulaient vraiment apprendre le français en individuel, mais c'était des cas isolés. Alors que vraiment sur le public RSA, on était sur des personnes qu'on avait du mal à mobiliser. Merci Laura. Alors maintenant, ma question suivante va être toujours sur les mêmes questions de démarrage, sur le sourcing, puisque c'est une des premières phases du projet, forcément. Là, tu nous as parlé d'adossement, donc est-ce que tu peux nous parler un peu plus des avantages de cet adossement et peut-être ses inconvénients également? Oui, alors pour le coup, je reprécise que à Montpellier et Béziers, nous avons en fait mutualisé le dispositif Détour créatif avec un dispositif qui était déjà mis en place avec le conseil départemental, qui s'appelait à l'époque l'AOP, appui objectif projet, qui maintenant s'appelle accompagnement, a migré vers un nouvel appel à projet qui s'appelle accompagnement intégré. Mais bon, c'est ce dispositif. Et sur le Toulouse, on a adossé avec les formations linguistiques de l'OFI. Les avantages que ça nous a
En fait, pourquoi on a fait ça? On a fait ça parce qu'on avait besoin de cofinancement, puisque l'expérimentation PIC était financée à 64% par le ministère, la DGEFP, etc. Et donc, il nous fallait trouver les 36 autres pourcents, et du coup, on les a trouvés dans le fait d'adosser des dispositifs. Là où c'était bien pour nous, c'est que pour le coup, on avait une base d'ateliers qui était présente, et on a rajouté ce qui faisait la spécificité de Détour Créatif, c'est-à-dire les entretiens individuels particulièrement, et le projet collectif. Les avantages, c'est que pour le coup, on avait du public en interne, on a sourcé en interne, et donc on n'a pas eu les problématiques que d'autres OF ont pu avoir à essayer de toquer à la porte des agences d'intérim ou des missions locales, etc. Donc ça, c'était quand même l'avantage. C'était aussi à double tranchant, parce que pour le coup, quand on n'avait pas assez de monde, on pouvait recruter nulle part ailleurs que dans nos publics, ou dans les publics qui étaient déjà orientés par les prescripteurs qu'on avait déjà. Donc ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est que sur l'adossement avec le dispositif du conseil départemental, c'était quand même assez en cohérence avec la philosophie de Détour Créatif. C'est-à-dire qu'on pouvait vraiment moduler, adapter, on avait beaucoup de souplesse pédagogique et pas administrative, mais organisationnelle. Alors qu'avec l'adossement avec l'OFI, c'était plus structuré, il y avait un cadre plus à respecter, on pouvait pas, il y avait beaucoup plus de temps dans la hebdomadaire pour les stagiaires, il y avait beaucoup plus de contraintes en fait organisationnelles, et à la fois on a eu plus de monde, il y a eu moins d'abandon proportionnellement. Donc c'est peut-être lié au type de public dont tu parlais avant, quoi. Donc, avantages et inconvénients dans ce type de sourcing. Donc, avantages sur le financement et sur le sourcing, justement. Mais du coup, on se ferme un peu des portes sur le type de public que l'on peut faire rentrer dans le dispositif. Est-ce que tu peux nous parler un peu de justement ces adossements? En quoi, puisque tu parlais, donc il y a des différences entre l'OFI et l'AOP, en quoi Détour Créatif était complémentaire de l'AOP notamment, et aussi de l'OFI, hein, et qu'en pensaient les autres financeurs, le département et l'OFI? La complémentarité. Alors, sur l'héros, la complémentarité, elle se situait, en fait, notre trame de base, c'est-à-dire le dispositif existant, c'était des ateliers à la carte de mieux-être. Donc c'était globalement, il y avait le mieux-être, la musicothérapie, il y avait la sophrologie, ensuite il y avait des entretiens individuels, il y avait la possibilité de prendre des ateliers savoir de base, donc c'était vraiment à la demande et à la carte. Ce qui est venu ajouter Détour Créatif, c'est un projet collectif et un renforcement sur les entretiens individuels, sur l'accompagnement individuel. Donc il y a vraiment cet aspect collectif qui n'était pas à la base dans le dispositif de base. Et la plus-value que c'est venu apporter, c'est une trame, en fait. C'est-à-dire que c'était pas je vais aller aux sophrologie, et même s'il y a une évolution dans la sophrologie, bien sûr, ou la musicothérapie, bon, qu'importe, là, on construit quelque chose. Et on construit quelque chose dans un temps donné, avec des contraintes données et en collectif. Un collectif qui reste toujours le même, puisque ce n'est pas des ateliers à la carte pour le coup. Il me semble que notre partenaire Conseil départemental 34 a été très satisfait, notamment la première cohorte qui est montée à Paris, qui a fait le concours, etc. Et qui était très fière d'elle, ces 4 femmes qui étaient très fières d'elle et qui ont fait un super travail. On a vu que de personnes qu'on peinait à mobiliser sur les ateliers à la carte et dont on disait qu'elles ne pourraient jamais se libérer, en fait, on a fini avec des personnes qui sont montées à Paris 2 jours en laissant leurs enfants, leurs familles, etc., pour aller choper la médaille de la 3e place, quoi. Donc, en fait, il y avait le truc de donner un objectif et donner un espace où elles parlent d'elles. Donc ça, pour moi, c'était une grosse plus-value dans le projet. Et il n'y avait pas l'insertion professionnelle aussi qu'il n'y avait pas forcément dans le dispositif du département qui était en plus du coup? Le dispositif départemental travaille sur l'insertion professionnelle, mais pas de la même manière qu'on l'a fait avec Détour Créatif. C'est-à-dire que on a pu l'explorer un peu plus parce qu'il y avait plus d'entretiens individuels et parce qu'il y avait les ateliers collectifs. Donc c'est vrai qu'on a rajouté ça. Mais dans le dispositif du conseil départemental, il y a cette idée quand même de suivi personnalisé où on lève les freins
sociaux à l'emploi. Voilà. Pour Toulouse, et donc la formation linguistique, ce qu'on vient apporter, c'est l'insertion professionnelle. C'est clairement l'insertion professionnelle. Donc d'une part, c'est vrai qu'on vient rajouter finalement des heures de pratique de la langue française, et d'autre part, on vient ajouter le projet créatif. Donc là, ça fait pratique socio-culturelle et à la fois l'insertion professionnelle. Et donc ça, c'est vrai que dans les dispositifs OFI qui sont purement linguistiques, mais qui orientent quand même vers l'acculturation sociale et vers un peu l'insertion professionnelle, en fait, on a donné une ampleur considérable à ces deux aspects-là, puisqu'on a pu rajouter un dispositif par-dessus. L'OFI, qu'en ont-ils pensé, les soumissionnaires, donc du coup les partenaires de l'OFI, qui d'ailleurs sont venus au deuxième concours, c'était le directeur ou voilà, qui est venu en tant que jury donc au deuxième concours des projets collectifs nationaux. Qu'en ont-ils pensé de cette année? Il était ravi. Il a été ravi, il a trouvé ça super. Il était super content parce que je pense que ça apporte une vraie plus-value en termes de aussi construction de collectif, en termes d'intégration et en termes d'insertion socio-professionnelle, quoi. Super, merci Laura. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler un peu plus des parcours en eux-mêmes? À quel rythme à peu près viennent les bénéficiaires, sont rencontrés en collectif et en individuel, le tout mélangé? Est-ce qu'il y a eu des changements entre les différentes cohortes et pourquoi? Pourquoi ces changements? Est-ce que c'est dû au type de profil qui a changé ou aux expérimentations précédentes qui ont apporté des éléments, qui ont fait dire qu'il fallait rajouter ou enlever des heures, etc., des ateliers? Il y a eu des gros changements qui, encore une fois, étaient liés à nos dispositifs d'adossement. Encore une fois, je fais la séparation entre l'Hérault et la Haute-Garonne parce que à Béziers et Montpellier, on partait sur une base d'ateliers à la carte. Donc du coup, de public plutôt pas volatile, mais en tout cas, il n'y avait pas un emploi du temps fixe où on disait vous allez être là 15 heures par semaine. On n'a pas réussi à le faire. Donc la fréquence, c'était un accompagnement individuel. On a essayé de faire un accompagnement individuel par semaine ou toutes les 2 semaines. Un atelier collectif par semaine. Tu parles de l'Hérault? Ouais. Là, je parle vraiment, et je ferai Toulouse après. Et ensuite, il y avait le projet créatif qui, là, se faisait en fonction des partenaires. Donc, des fois, il y a eu des mois où on n'a pas fait, et il y a eu des mois où il y a eu toutes les semaines. Voilà. En fonction d'où on en était dans le projet et quand arrivait l'événement. Et ensuite, il y avait les ateliers à la carte. Par contre, ce que j'ai constaté, moi, c'est que, encore une fois, je prends l'exemple des stagiaires de Montpellier. Avant ou au début de Détour Créatif, elles venaient une fois par-ci, une fois par-là. Si on les voyait 3 fois dans le mois, c'était le maximum. Quand il y a eu la construction de leur projet créatif, et donc c'était un court-métrage, à partir du mois de mars, avril, mai, juin, elles ont été là toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Donc un réel intérêt du projet collectif. Réel intérêt du projet collectif. Sur Toulouse, on avait un emploi du temps plus structuré parce que c'était adossé à un dispositif plus prenant, en tout cas en termes de volume horaire. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait 3 demi-journées par semaine de formation linguistique, donc 10h30 par semaine, plus un atelier collectif autour de l'emploi, plus les entretiens individuels, plus le projet collectif. Et là, c'était beaucoup plus régulier. Du coup, donc on voit bien pour le premier adossement l'intérêt du projet collectif qui a du coup motivé au final et amené ses bénéficiaires à plus d'assiduité, à être plus engagés. Voilà, c'est le mot exact. Peut-être aussi, je pense que j'en suis même sûre, hein, je les ai vus au concours, avec aussi elles ont gagné en confiance en elles et en estime d'elles-mêmes. Et sur l'OFI, quelque chose de plus conséquent. Et du coup, est-ce que pour toi, il y aurait un nombre d'heures minimum à proposer ou justement il faut garder cette flexibilité
qui est énorme dans des tours créatifs et qui, du coup, amène à beaucoup de travail, mais du coup, aussi permet de vraiment s'adapter à tous les profils. Je crois que c'est bien de garder la flexibilité. Je pense que c'est pas la flexibilité qui a pris le plus de travail dans des tours créatifs. Je pense que C'est la flexibilité globale. oui, et le côté expérimental qui ramène pas mal de remontées de données. C'est ça. Mais je pense que la flexibilité c'est important parce que à partir du moment où on a de la flexibilité, on peut s'adapter à où on en est dans le projet et au public qu'on a en face. C'est-à-dire que je peux passer d'une formation où on dit bah en fait faut être là de telle heure à telle heure nanani nanana et bim c'est le cadre et il faut pas déroger à un positionnement où je dis il nous faut construire un projet collectif, votre projet vous l'avez choisi, c'est celui-ci, comment on va faire pour que ça marche, et pour que ça marche vous voyez bien qu'il faut être là. Et du coup c'est pas tout à fait la même posture et du coup c'est pas le même engagement des publics. Et je l'ai vu, alors après j'étais pas là en ce début d'année, donc pour les autres, les derniers projets en date, mais sur les projets que j'ai suivis, donc je l'ai dit tout à l'heure à Montpellier, il y a eu vraiment un avant-après investissement dans le projet. Et au début, on nous disait, mais en fait, elles sont rentrées dans des tours créatifs, elles ne savaient pas qu'il allait avoir un projet collectif. Elles n'avaient pas compris qu'il y aurait un projet collectif. Et pareil pour les cohortes là de Toulouse, ceux qui sont passés, qui ont concouru au mois de décembre, donc novembre, ils ont commencé à voir l'intérêt de ce dispositif et en quoi il changeait par rapport à un autre dispositif, soit de formation linguistique, soit d'insertion professionnelle, à partir du moment où on a dit, il y a un projet collectif, maintenant il faut s'y mettre, il y a le concours à telle date, allons-y. C'est exactement ce que j'allais te demander. Dans le projet collectif, est-ce qu'il n'y a pas aussi une part du concours qui amène cette motivation? Et oui, Tiffaine, tu as tout à fait raison. Bien que j'ai été contre le principe du concours moi-même, je sais reconnaître que à partir du moment où on dit en fait il y a d'autres gens qui font la même chose que vous, ça s'inscrit dans un spectre plus large, vous allez le montrer à Paris, et puis il y a Paris, il y a l'hôtel, c'est toute une expérience, enfin on le vend comme ça aussi. Ouais, ça donne de la gueule, enfin il y a un truc... les ateliers mieux-être, tu veux dire? Non, on n'a pas réitéré parce qu'on n'avait pas les mêmes prestataires. Et que ça s'inscrivait, pour le coup, c'était la partie du dispositif qui appartenait au dispositif du conseil départemental. Quelque part, cet adossement, on peut trouver un autre inconvénient, c'est que il coince un peu, parce que des tours créatifs en lui-même, c'est un dispositif, comme on l'a dit tout à l'heure, ultra flexible, où on y met un peu ce qu'on veut en fonction des besoins des bénéficiaires qu'on a en face. Et du coup, est-ce que le fait d'être adossé, ça peut bloquer sur certaines choses? C'est une question, hein, vraiment. Là, vous n'avez pas mis de mieux-être, mais peut-être parce que vous êtes d'atelier mieux-être, pardon, mais parce que vous n'avez pas vu l'intérêt, ou enfin voilà, ou est-ce que ça aurait pu, enfin voilà aussi l'être, mais c'est l'adossement qui bloque. Alors, je ne dirais pas que c'est l'adossement qui bloque, je dirais que c'est le financement qui bloque. Parce qu'on a adossé, parce qu'il fallait chercher du cofinancement. En fait, on nous aurait donné 100% de financement, plus un budget peut-être un peu plus élevé pour l'animation. On aurait certainement remis du mieux-être et on aurait certainement renforcé tel ou tel atelier, etc. Donc, oui, l'adossement, le financement bloque. On aurait eu le financement pour faire du mieux-être à Toulouse, on aurait fait le mieux-être à Toulouse. C'est juste... Moi, je vois l'intérêt. On parle des contenus, est-ce que tu peux nous dire l'intérêt de ces ateliers du coup? Alors, l'intérêt des ateliers mieux-être, je connais pas très bien parce que du coup, c'était géographiquement, j'y suis allée moins, donc je voyais moins ce qui s'y passait. Mais l'intérêt pour les publics, ce qui ressortait, c'était quand même que c'était un espace pour elles et eux,
de, d'échanges un peu, mais aussi d'échanges par autre chose que des groupes de parole, qui peuvent être des fois dans les ateliers collectifs. En fait, on est là pour travailler ou on est là pour parler. Donc là, c'est un moment où on est là, on vient, mais on vient pour faire une activité comme moi, je vais faire mon yoga le soir. Et donc, en fait, ça offre cet espace-là, qui est un espace pour des publics isolés et précaires, d'avoir une activité, en fait, de respiration, de sophrologie, comme, en fait, il y a plein de gens qui en font. Donc moi, je trouve que quand même, ça a un intérêt. Ensuite, par contre, oui, ce qui nous a bloqué, c'est qu'en fait, on n'avait pas des fonds illimités, qu'on a dû adosser, et que pour le coup, on l'a pas fait à Toulouse, parce que sur Toulouse, on l'a pas adossé à un dispositif qui comprenait déjà ces ateliers-là. Alors, on m'amène une autre question, parce que je réfléchis et que moi, j'ai interviewé tous les autres organismes des autres régions. C'est que vous avez aussi, c'est une question, hein, il n'y a pas un côté, du coup, un objectif, une personne. Dans d'autres, par exemple, il y a des ateliers donc de 3h30 qui sont faits et la personne fait tout, en fait. Il y a une question de polyvalence qui est, je ne sais pas si c'est faisable pour tout le monde, et bien sûr, tout le monde n'a pas toutes les compétences, mais d'avoir quelqu'un qui peut faire en effet de la respiration en début de séance, de faire en même temps de la recherche ou de la technique de recherche d'emploi dans une heure de séance, etc. Enfin, d'avoir de la polyvalence. Enfin, c'est une question parce que justement, c'est des manières différentes de fonctionner et c'est ce qui est intéressant de voir justement. Alors oui, tout à fait, tu as raison. Je pense que, selon moi, ça aurait été l'idéal. Pour moi, ça ne serait pas été l'idéal parce que la relation à l'intervenant est différente si c'est une personne qui est dans l'accompagnement à l'insertion et la personne auprès de qui elle va justement lâcher prise, justement couper avec cette démarche d'insertion et exprimer une forme de libération de soi. Je le vois ici sur les cohortes, les dernières cohortes donc on a accueilli à Toulouse, qui notamment, que ce soit au travers du sport, donc là on avait fait un atelier rugby et un autre atelier vidéo. Notamment dans la vidéo, et ils ont pu vraiment, en montant leur propre film, qui s'est construit en fait au fur et à mesure, en apportant d'eux-mêmes, en exprimant tout leur parcours, leur cheminement de vie. C'est un film très, très émouvant, parce que ça relate, ça relate vraiment ce qu'ils sont et ce par quoi ils sont passés. Et peu à peu, en tout cas m'exprimait l'animateur qui intervenait, il les a vus vraiment se transformer, s'épanouir et pouvoir montrer et témoigner ce qu'ils sont, c'était vraiment très très libérateur. Ce qu'ils n'auraient pas pu faire, par exemple, avec l'intervenant que l'on a ici en français, qui a été mais sous une autre forme. Certainement, par des interventions en français, dans de l'échange en français. Et ce qui serait encore différent avec l'intervention dans l'accompagnement à l'insertion. Après, il n'y a pas une bonne réponse à cette voilà, question. je pense que là, oui, il faudrait trouver la personne qui vraiment soit multicarte et exceptionnellement se démultiplier. Ouais, pas avec tout. Ouais, ouais. Mais le sport et la vidéo, c'est aussi du bien-être, je voulais le dire aussi quand même. Oui, moi je voudrais compléter, je suis d'accord avec ce que tu dis et je pense que c'est bien de... En tout cas, c'est intéressant, nous on l'a testé comme ça, de séparer les ateliers un peu classiques d'insertion professionnelle du projet créatif. En revanche, ce que je pense et ce qu'on a observé par exemple à Montpellier, avec l'ancienne intervenante, c'est qu'elle venait quand même mobiliser des outils de mouvement, de corps, de danse, etc., dans la prise de confiance en soi et dans l'affirmation de l'estime de soi, etc., parce qu'on travaillait quand même beaucoup sur les compétences transversales, pour ensuite relier à la recherche d'emploi. Et ça a quand même fait un gros boost en parallèle du projet créatif. C'est ça que je voulais dire, c'est que je pense qu'effectivement, il faut que ce soit un peu des équipes qui soient capables de passer un peu sur plusieurs modalités d'animation. Ça me semble important. Après, comme je disais, il n'y a pas de bonne réponse parce qu'il n'y aura en effet pas de mouton à 5 pattes. Donc, il n'y aura pas une personne qui pourra tout faire. Mais oui, il y a des choses à réfléchir sur les coordinations et
entre les différents animateurs, et bien sûr sur des choses spécifiques comme le français ou la vidéo, enfin voilà, et le mieux-être. On peut pas tout mélanger, mais c'est des questions intéressantes pour moi, enfin de réfléchir et de voir les différences. Oui, Laura. Oui, pardon, et je rajoute ce que je voulais dire au début, c'est que nous, on a eu la particularité avec notamment Béziers et Montpellier, avec les ateliers à la carte du conseil départemental, d'avoir un éclatement d'intervenants qui, pour le coup, je pense, nous a pas servi. Même si c'était intéressant, le dispositif était intéressant, il y a eu on a eu des difficultés de tracer un parcours cohérent et uni, qui faisait du sens pour les bénéficiaires. C'est vrai que Détour Créatif avait été pensé avec un référent unique, ce qui n'empêchait pas d'avoir d'autres intervenants, hein, mais un référent unique tout au long. C'est peut-être ça qui les a peut-être perdus. Je ne sais pas si c'était ça que tu voulais exprimer, Laura, mais... C'est que, et là pour le coup, on a appris des 2 premières cohortes et on n'a pas refait la même expérimentation à Toulouse. C'était, à mon sens, un peu trop éclaté quand même au niveau de l'intervention à Montpellier et à Béziers, parce que du coup, il y avait un intervenant pour la musicothérapie, il y avait une intervenante pour la sophrologie, il y avait une formatrice pour le savoir de base. En fait, chaque atelier avait un ou une intervenante différente. En plus de ça, coordination interne, il y a une personne qui part en arrêt maladie ou machin. Et en fait, pour le coup, c'était un parcours quand même assez éclaté. Alors que là, sur Toulouse, on le voit, c'est quand même assez clair que on a un formateur pour le français, une formatrice pour l'insertion professionnelle, des intervenants pour le projet créatif, et basta, quoi. Justement, pour reprendre ma question d'avant sur les contenus, on a compris qu'il y avait des ateliers mieux-être, sophrologie, musicologie, etc. Le projet collectif et des entretiens individuels pour la partie Béziers-Montpellier. À Toulouse, on a plus ces ateliers mieux-être, mais du coup, c'est français, entretien et projet collectif. C'est ça le contenu ? Oui, un projet collectif, donc vidéo et animation rugby, organisation d'événements. Donc avec une animation autour du sport, du coup, et qui relie donc le projet collectif, la partie atelier vidéo et rugby, c'est ça ? Voilà, l'un et l'autre séparément. Certains vont aux 2 ateliers. Il y en a peu qui assistent vraiment aux 2 ateliers. Et donc chaque groupe est bien défini sinon. Alors je précise, c'est parce qu'il y a aujourd'hui 4 cohortes, c'est ça, à Toulouse, et que c'est un seul et unique quasiment, ou 2 projets collectifs, du coup un projet vidéo et un projet rugby, et du coup ces 4 cohortes sont un peu mélangées sur ces projets, c'est ça, hein ? Voilà, chacun, c'était à la carte, et chacun a bien voulu participer à l'un des 2 ateliers, voire les 2, s'il le voulait. C'est vraiment à la carte. On reprend la même du coup définition du à la carte qu'il y avait sur la première, même si c'est pas exactement la même chose, mais ça c'est intéressant parce que je suis pas sûre que tout le monde l'ait fait aussi clairement que vous, ce côté à la carte. Enfin, en tout cas vous c'est oui, et même s'il y a un peu partout, mais il y avait plusieurs propositions et donc il y a un engagement du bénéficiaire du coup. Oui, et c'est tellement à la carte qu'il y en a qui y vont pas forcément de manière assidue, mais qui sont là de temps en temps et qui, quand ils sont là, participent réellement. Et d'autres qui vraiment sont là à chaque intervention, vraiment pour construire le projet, donc la vidéo d'un côté, l'événement sportif de l'autre, qui ont été vraiment très très impliqués du début jusqu'à la fin. Laura, tu voulais rajouter ? Oui, je voulais rajouter que nous, on a en fait posé le cadre. C'est-à-dire qu'en fait, on avait choisi nos partenaires extérieurs pour animer le projet collectif. Et ensuite, par contre, à l'intérieur de ce cadre-là, donc par exemple la vidéo ou le rugby, et ben en fait, c'est quand même les stagiaires qui ont décidé qu'est-ce qu'ils voulaient en faire. Nous, on est arrivé, on a dit, bon, en fait, gros brainstorming, on a ces outils. On a cette personne, elle est qualifiée dans ça, cette personne, elle a tel et tel outil. Qu'est-ce que vous voulez en faire ? Donc, on a un peu posé le support ou le... Mais ils ont eu le choix tout en leur laissant le choix de la thématique du projet. Du coup, oui, si, ma question, c'était ça. Par rapport à l'OFI, vu qu'il y avait au démarrage donc des bénéficiaires OFI
qui ont une formation linguistique et qui ont une grosse appétence à la formation linguistique en général. Est-ce que le fait, si j'ai bien compris, c'est cette formation qui est de quoi, de 400 heures, 200 heures, elle est terminée là aujourd'hui. Et comme vous avez introduit justement tout ce travail sur le projet collectif déjà au moment où il y avait le français, est-ce qu'il y a eu des perditions quand même, ou est-ce que ça, en tout cas, ça reste à la marge? Alors oui, alors là, je dirais à nouveau oui, tout à fait, Tiffany, justement, les 2 premières cohortes de Toulouse, bien sûr de Toulouse, elle était beaucoup investie dans l'atelier rugby et on en a beaucoup perdu, voire pratiquement tous. Oui, il nous en reste 2 au niveau du rugby, après le français. Donc ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné pour eux. Et ensuite, alors c'est vrai qu'il y a eu un moment de transition parce qu'ils ont prolongé, ils étaient arrivés, ces 2 premières cohortes depuis... Je me permets, on n'a pas indiqué que c'était 4 mois renouvelables. Voilà. Et est-ce que c'était des 4 mois renouvelables? Parce que donc, une fois la formation de français terminée, on pouvait que perdurer. Et donc au final, sur les 2 premières, il y a eu de la perte. Alors, ils sont restés au niveau de l'intervention en insertion professionnelle, au niveau du suivi. Ils sont restés pendant le premier mois de prolongement, on va dire. Là, ils sont là de manière beaucoup plus spasmodique. Et au niveau des ateliers, on les a perdus. Donc, sauf 2. Et c'est les 2 dernières cohortes, par contre, les cours de français se sont terminés très récemment, hein, c'était au mois d'avril. Ils sont toujours là, présents, actifs. Voilà, ils sont vraiment toujours là. Maintenant, ils sont là depuis un petit peu moins longtemps, puisqu'ils sont arrivés au mois de... ils ont 6 mois de décalage, donc forcément, ils sont encore, ils sont tous bien présents. Le français, il vient de se terminer quand même pour eux. Il s'est terminé il y a 1 mois, mais pour le coup, ça veut dire qu'ils savent qu'à la fin de leur projet de français, ils ont déjà bien avancé sur le projet créatif. Il leur reste 2 mois pour le finir. Enfin, c'est pas la même chose que de finir les cours de français et de savoir que la prochaine échéance, elle est dans 6 mois pour le projet créatif. Donc, il y a eu deux cohortes qui ont démarré l'été 2022. Elles finissaient leur cours de français automne-hiver 2023, novembre-décembre. 2022. Et il y a eu 2 cohortes qui ont commencé fin de l'année 2022, début d'année 2023. Les cours de français durent 4 mois. Ça veut dire que donc il y a eu un deuxième concours en novembre, et là il va y avoir un prochain concours en juin. C'est là qu'il y a eu vraiment la rupture, parce que finalement les 2 premières cohortes ont pu participer à ce concours. Ils ont mené à bien, voilà, l'intérêt n'y était plus. Ils ont mené à bien leur projet jusqu'au bout, jusqu'au concours. Et une fois le concours terminé, les cours de français étaient terminés. Donc là, il y a eu un lâcher-prise. Et le relais s'est fait. Et les 4 cohortes, finalement, les 2 plus 2 ne se sont pas mélangés. Ils ne se connaissent pas vraiment entre eux, ils ne se sont pas trop croisés. Le mélange, ils n'ont pas pris le relais, ils ne sont pas venus se raccorder aux 2 cohortes suivantes sur le nouveau projet. Ils avaient fait le leur. Au revoir. C'est ça, c'est que pour le coup, la fin des cours de français a toujours coïncidé avec 1 ou 2 mois plus tard l'échéance du projet collectif. Donc ça a été ça pour l'année 2022. Et ensuite, maintenant, là, c'est les 3e et les 4e cohortes de Toulouse pour qui ça fait ça. Donc oui, ils sont toujours là parce que le français vient de finir et ils ont bien avancé dans leur projet créatif, et dans 2 mois, il faut finir le projet créatif. Ça vient confirmer ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Oui, au projet et au concours. Ça vient confirmer ce qu'on disait. Et à la fois, je dirais, les cours de français, c'est ce qu'ils avaient le plus en termes de volume horaire. Pour le coup, de commencer, je vois la comparaison entre la Haute-Garonne et l'Hérault. L'Hérault, alors on a eu du mal à mobiliser parce qu'en fait c'était à la carte et qu'il n'y avait pas vraiment d'échéance. On avait dit c'est 12 mois, donc ça paraissait long. On a eu du mal à construire quelque chose, mais une fois que c'était construit, ça a roulé. Là, on a fait l'inverse. On a mis quelque chose de soutenu en termes de volume horaire au début et de contraignant au début. Et on voit qu'une fois que le français, qui représente 3 demi-journées par semaine, n'est plus là, et que on perd en mobilisation.
Et donc, il y a un truc à réfléchir aussi dans comment on organise la modalité du parcours dans le temps. Oui, mais de ce que j'entends, on perd en mobilisation tout en arrivant à la maintenir avec avec le concours. Donc c'est une question de c'est une question de ouais, si tu penses que ça ne fonctionne pas s'il vient trop tard après. Je pense que si le concours vient 6 mois après, c'est mort. Je pense que ce qu'il y a là, c'est qu'en fait, ça vient de finir, ils sont encore en groupe, etc. Ils ont bien avancé dans le projet, et donc du coup, ils sont lancés. Alors que si, par exemple, on n'avait pas travaillé le projet et que maintenant les cours de français s'arrêtaient, on se mettait au projet après les cours de français, et qu'on dit le concours est dans 6 mois, à mon avis, on les aurait perdus aussi. Et tout ça, alors, parce que quand même la finalité, c'est une insertion professionnelle durable, est-ce que quand même on y arrive en si peu de temps ou, parce que là, du coup, on raccourcit, selon ce que vous dites, on raccourcit un peu les parcours qu'on avait vus à 15 mois avec 12 mois. Après, tout dépend aussi un peu des profils, hein, on le voit. Il y a des gens qui ont besoin de plus de temps que d'autres. Donc, c'est un maximum. Hein, on n'est pas obligé de faire les 12 mois plus les 3 mois de sécurisation. On peut sortir bien avant, mais est-ce que enfin, ça laisse suffisamment le temps pour travailler ce projet professionnel et d'avoir et de sécuriser le parcours. Donc, avec sécuriser, c'est s'il y a besoin d'une formation, on peut rentrer en formation et revenir après pour resécuriser sur de l'emploi, etc. Je vais répondre tout d'abord pour les cohortes de l'Hérault, parce que moi, ce que j'ai constaté avec du coup un public cible qui était vraiment très éloigné de l'emploi et de la formation. Ici, les personnes, donc à Toulouse, les personnes qui viennent pour des formations linguistiques, elles ont des profils sociaux très différents, parce qu'en fait, leur seul point commun, c'est de venir de l'étranger et hors Europe. Donc en fait, il y a autant des personnes qui ont des bacs plus 5 que des personnes qui n'ont pas de niveau de qualification. Donc c'est pas tout à fait les mêmes choses, les mêmes dynamiques. Pour les publics qui étaient très éloignés de l'emploi et de l'insertion, tout en étant français ou en tout cas en vivant en France depuis longtemps, etc., c'était pas de trop 15 mois. Et même, après on a mis du temps à mobiliser les publics, mais si on avait mis le début du dispositif un peu plus tard, à partir de vraiment quand ils se sont mobilisés, je pense qu'on aurait eu plus de sorties positives parce qu'en fait, à la fin du projet collectif et avec le boost de confiance et tout, c'est là qu'elles se sont mises vraiment à ouvrir des portes sur leur projet professionnel. Et du coup, c'est juste que les 15 mois étaient déjà passés parce qu'on a mis 4-5 mois à les mobiliser. Du coup, c'était pas de trop. Après, Toulouse, c'est pas totalement fini. C'est pas fini. Après, ce sont des allophones. Donc, c'est vrai qu'ils sont arrivés. Moi, le retour que j'ai des intervenants, notamment en français, c'est que. Et donc, l'accompagnante en insertion, c'est qu'étant des allophones, les premiers mois, c'est vraiment très difficile de parler d'avenir professionnel, d'orientation professionnelle, quoi que ce soit, parce qu'ils ont déjà du mal à parler, à comprendre le fonctionnement de la société dans laquelle ils sont. Donc il y a beaucoup d'autres thèmes à aborder les premiers mois. Donc ça prend pas mal de retard à ce niveau-là. Il y a une petite préparation, mais c'est suffisamment léger pour ne pas aboutir à quoi que ce soit dans les premiers mois. Et c'est finalement maintenant, une fois les cours de français maintenant, où ils sont un petit peu plus à l'aise et qu'ils ont aussi énormément plus confiance en eux grâce aux ateliers, etc., que la dynamique de la recherche professionnelle ou de leur orientation professionnelle se fait. Mais c'est vrai qu'à la limite, il nous manquerait presque du temps, quoi, parce que là, on est au mois de mai, et c'est vrai que les inscriptions aux écoles, s'il y a besoin, c'est maintenant que ça se fait. Donc, il n'y a pas un travail en amont qui est suffisamment mature pour faire vraiment les inscriptions en école, quoi. Elles n'ont pas complètement réfléchi à leur projet professionnel. On a du retard à ce niveau-là, du coup. Donc, pas d'accompagnement totalement global, alors, l'accompagnement global, il peut être de différentes manières. Vous le faites, l'accompagnement global, mais comme là tu viens de le dire, pour ces publics-là, il y a d'abord une levée de frein à faire et ensuite on peut aborder l'autre problématique. Pour d'autres publics, on peut faire du en même temps, mais peut-être pas pour tous les publics. Voilà, le public, ça diffère vraiment du public que l'on a. On peut pas faire une généralisation globale. C'est pour ça qu'on précise bien les publics à chaque fois, ouais, t'as raison. Tu voulais ajouter quelque chose, Laura ?
Non, c'était encore en réflexion sur tout ça et on n'a pas fini d'y réfléchir, je pense. Ceci dit, on va arriver quand même un peu au terme de notre interview. Et il me reste quand même les petites questions de fin habituelles après les questions d'introduction. C'est pour vous, quelles sont les plus-values, en tout cas les points saillants du dispositif des tours créatifs, que ce soit en point positif ou en axe d'amélioration? Point à améliorer. Au niveau du cadrage, ça a été très lourd. Ça a été un dispositif très lourd à porter au niveau du cadrage administratif. Là, je parle dans la coordination du dispositif. Étant une expérimentation et avec la précision des remontées de données et la quantité de remontées de données qu'on nous demande, c'était très difficile, d'autant plus que du coup, ça pose une contradiction à la fois symbolique, mais à la fois aussi matérielle, concrète, entre ce qu'on nous demande comme données et la flexibilité pédagogique qu'on est censé pouvoir faire et mettre en place. Premier point de difficulté, et pour le coup à améliorer si c'était à refaire. Deuxième point à améliorer si c'était à refaire, bon, il y a la contrainte budgétaire, mais c'était pas ça que je voulais dire, c'était qu'au départ on n'avait pas tous les outils. Donc il y a eu ce truc aussi que comme c'est une expérimentation, en fait 3 ans ça passe très vite, et au vu de... C'était très ambitieux. Parce qu'il y avait la problématique de travailler avec l'écosystème local et notamment les agences d'intérim. Donc du coup, changer ou en tout cas faire évoluer les partenariats entre l'organisme de formation et l'écosystème économique extérieur. Il y avait faire évoluer les pratiques d'accompagnement de nos équipes et il y avait faire évoluer l'estime, la confiance en soi des bénéficiaires. Donc en fait, il y avait 3 niveaux. 3 échelles, mais en tout cas, c'était trop. En 3 ans, c'était trop pour que nous, on prenne nos marques, pour qu'on construise quelque chose. Et du coup, les outils n'étaient pas construits, les équipes n'étaient pas formées. Et du coup, ça, c'est vrai que, en fait, si c'était à refaire maintenant, on serait vachement plus performant. Et c'est très chronophage. Donc ça, c'est sur les points à améliorer. C'est vraiment la lourdeur administrative du dispositif. Et le fait d'avoir été lancé dans le bain et d'avoir dû tout faire en même temps. Et donc, en fait, c'était impossible. Sur les points très positifs et qu'on veut mettre en place, et s'aimer, voilà, c'est ça le mot que je cherche depuis le début, c'est l'approche projet. Moi, je suis hyper convaincue sur l'approche projet. Le fait de créer un projet collectif, de laisser le choix, le fait de laisser une liberté pédagogique et de ne pas avoir un programme qui dit la semaine 1, on fait ça, la semaine 2, on fait ça. Ça, je trouve ça hyper précieux. Je trouve que ça laisse la capacité d'innover pour les équipes. Je trouve que le projet collectif, parce que oui, il y a des petits projets collectifs qui se font dans les dispositifs classiques, mais là, le fait que ce soit le centre le fil rouge du dispositif, qu'il y ait un concours à la fin, qu'il y ait une vraie valorisation et qu'on le mette à la même échelle que, en fait, passer le TCF, même si, bien sûr, on ne le met pas à la même échelle parce que ça n'a pas les mêmes enjeux, mais c'est très important ce projet-là et c'est pas un truc à côté qu'on peut faire machin si on veut à la marge bidule. On demande un vrai investissement là-dessus. Pour moi, c'était vraiment un gros point positif. Voilà. Et voilà, la liberté pédagogique. La liberté y compris de pas avoir 3 absences, un retard égale exclu. Enfin, aussi, quand je dis liberté pédagogique, c'est ce truc-là aussi, c'est de laisser la liberté de dire, OK, il y a un cadre, mais en fait, on est là pour attraper les gens, on n'est pas là pour leur mettre des contraintes en plus qui vont les isoler encore plus en fait, vu qu'on sait qu'on doit travailler sur les compétences transversales et que ça nécessite en fait une souplesse et une adaptation constante des équipes. Donc liberté pédagogique qui amène plus d'individualisation, enfin une facilité d'individualisation des parcours, et qui ne peut se faire que aussi avec une flexibilité du financement. Donc pas d'heures stagiaires, puisqu'on a parlé de tout ça. L'heure stagiaire va justement aussi à l'encontre de tout ça et de cette flexibilité. Clairement, c'est ce que tu viens de dire. Tu l'as dit sur les absences, donc forcément, ça équivaut à ce que je viens de dire. C'est une manière de le dire. La flexibilité, on la retrouve aussi même au sein même du projet, des ateliers qui sont faits, puisque c'est eux qui construisent eux-mêmes leurs projets et qui s'expriment de la manière dont ils veulent.
Donc peut-être aussi un point positif, c'est de placer vraiment le bénéficiaire comme acteur de son parcours et pas simple spectateur. J'ai tout résumé? De donner un espace qui soit pertinent pour eux. Parce que moi, c'est ça que j'ai remarqué aussi, c'est l'engagement, il vient du fait que eux, ils ont un espace pour s'exprimer de la manière dont ils veulent. Voilà. Il n'y a pas de fioriture, pas d'atelier dont ils n'ont pas besoin, c'est ça que tu veux dire? On leur impose pas, je leur dis pas, ah, vous allez faire une vidéo sur le parc, tel parc, machin. En fait, je leur dis, c'est votre espace, et donc qu'est-ce que vous voulez exprimer, comment vous voulez l'exprimer, et comment nous, on va se mettre à votre service avec nos outils, nos prestataires, pour pouvoir réaliser votre projet. Super. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, mesdames? Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cet échange très enrichissant, comme d'habitude. Et puis, j'espère que du coup, vous serez nombreux à nous écouter. Merci, à bientôt. Au revoir.